Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invité est musicien, compositeur et interprète. Il est aussi écrivain et il est aussi comédien. C'est pour cette raison qu'il est ici avec nous. Dans la pièce En travers de sa gorge de Marc Lenné, il joue Lucas, un mari jaloux, un écrivain raté, un prof désabusé, un mari écrivain prof qui a surtout pour caractéristique d'avoir disparu, d'être là à l'état de fantôme. Alors évidemment, la question se pose, comment fait-il pour être là sans y être, pour être présent tout en étant absent, bref, pour jouer un fantôme. Bertrand Belin, bonjour. Bonjour. Vous êtes bien là, bienvenue dans j'espère, oui. J'ai eu toute la nuit pour me réincarner quand même. Bravo. Alors avant d'en venir à la question fantomatique, qui est quand même un gros morceau de votre partition de comédien dans cette pièce, je rappelle quand même qu'on vous connaît avant tout comme musicien, compositeur et chanteur, mais dans cette pièce, vous ne chantez pas du tout, vous ne touchez pas un seul instrument. Est-ce que vous vous sentez un petit peu nu, à poil ? Oh, je dois dire que... Ou alors je me suis habitué à être nu et à poil, mais ça fait quelque temps que je vis des expériences au théâtre, pas nombreuses bien sûr, mais il y a 10 ans je jouais déjà avec Marc Lenné. Mais d'ailleurs je jouais déjà un fantôme dans une pièce qui s'appelait Splinorama. Je pense que cette impression de se sentir nu... D'ailleurs, je jouais un peu de musique dans cette pièce aussi, j'étais pas complètement nu, mais j'avais cette sensation en effet qu'il me manquait quelque chose ou que voilà, il faut que j'étais déplacé, oui. 10 ans plus tard, ça va mieux. 10 ans plus tard, entre-temps, j'ai eu des expériences plus nombreuses à l'opéra. Il m'arrive aussi très souvent d'être chanteur sans jouer d'instrument. Vous voyez, c'est évidemment, il s'agit pas du même métier, mais on peut pas nier qu'il existe des passerelles entre ces deux activités. Bah déjà, le fait d'être sur scène, mais quand on est sur scène en tant que musicien, il y a justement cet instrument-là qui peut un petit peu nous protéger. Là, il y a quelque chose de c'est vous, et en plus, il y a l'attente de se dire c'est Bertrand Belin. Un peu. Ah bon ? Ouais. Et oui. vous, bah oui. Et vous, on se dit, il est musicien, qu'est-ce qu'il va donner comme comédien ? Même si vous dites que voilà, vous avez fait des excursions ailleurs. Ah oui, qu'est-ce qu'il va donner ? La voilà. pression, vous voulez dire, voilà, c'est ça, une forme qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Voilà, sans rien, sans. Est-ce qu'il joue bien le fantôme, quoi ? Bien sûr, c'est normal, c'est une question légitime. La on n'est jamais complètement déçu de voir un ami échouer, comme disait Groucho Non, Marx. votre public serait pas heureux, je pense. Mais non, en réalité, bien sûr, ces questions se posent, mais il y a un metteur en scène, il y a des camarades, des confrères et des consoeurs. Donc, moi, je trouve une place là-dedans. J'essaie de mesurer dans leur accueil, l'accueil qui me réserve, la façon dont on s'adresse à moi. C'est dans tous ces signes que je mesure la place qui est la mienne, si elle est complètement volée ou plus ou moins légitime, vous voyez. Donc, bien sûr qu'on se pose ces questions, c'est certain, mais il ne faut pas se laisser, ensevelir sous ces interrogations, parce que on ne fait plus rien, bien sûr. Qu'il y ait de la peur dans ces métiers, ça me semble presque incontournable. Je crois que c'est un travail qui a à voir avec la santé des nerfs, bien sûr, en tout cas avec l'emploi de la musicalité des nerfs, comme si c'était des cordes de musique, quoi, de guitare. Mais il faut faire avec, comme dirait l'autre. Mais vous avez dit le mot que j'avais pas prononcé, c'est le mot légitimité, effectivement. C'est jusqu'où on se sent légitime pour faire quelque chose au départ pour lequel on nous attendait pas forcément, quoi. Vous, c'est là, mais c'est comme une question fantomatique. C'est-à-dire que c'est là, mais vous avez décidé de pas la traiter comme telle. Bon, j'ai pas entrepris de diriger un pays non plus. Il faut pas non plus abuser. Il y a des gens pour qui c'est ça le truc. Ouais. Ils sont à la télévision, ils sont contents. Ils vont dire, maintenant, je vais devenir président de la République, quoi. On n'est pas dans ce cas de figure. Moi, je suis musicien, je fais de la scène depuis 35 ans. J'ai commencé, vous voyez, le public, aller de ville en ville à la rencontre du public, avoir un métier, entre guillemets, ce qu'on pourrait qualifier de saltimbanque. C'est ça la passerelle dont je parlais tout à l'heure. Donc, la légitimité, je ne sais pas, mais je pense que tout le monde se la pose, même des fois des gens qui font ça depuis 40 ans, ils sont encore en train de se questionner. Que dire des auteurs, des metteurs en scène, des autrices qui écrivent des textes, qui charrient, qui s'emparent de sujets qui sont difficiles, qui sont chatouilleux, qui sont importants, politiques. Là, vraiment, là, il y a quelque chose, mais être invité pour jouer la comédie, c'est le bas de l'échelle. Faut relativiser l'enjeu, quoi. On va tout de suite... Vous vouliez dire quelque chose ? Vous vouliez ajouter quelque chose ? Merci de me recevoir. C'est pas fini, ça commence. On va écouter tout de suite un extrait de cette pièce de Marc Lenné qui s'appelle « En travers de sa gorge ». La première fois qu'on s'est rencontrés à Montréal, tu te souviens ? Oui. Tu étais en repérage pour ton 2e long métrage et je t'avais abordé en te parlant du bouquin que tu étais en train de lire. Oui, je me souviens. C'était... Je t'avais dit que j'étais géographe, que
Je faisais partie d'une équipe internationale de scientifiques. Oui, t'avais joué ce jeu assez longtemps et moi je t'avais cru. C'est absurde. Avant que je te dise que j'étais là en réalité pour donner une série de conférences à l'université, qui d'autre que moi peut savoir ça? Personne. Personne d'autre que moi? Non, personne. Pourquoi tu poses la question? Pour que tu sois bien certaine que le type qui se trouve devant toi est bien ton mari. Qui êtes-vous? Mais c'est ce que j'essaye de t'expliquer. Par où êtes-vous rentré? Le jeu de clé caché sous la pierre, Marianne, je savais où le trouver, c'est moi. Je vais appeler la police. Mais je sais que ça semble fou, mais c'est moi. Reculez. Pose-moi n'importe quelle question sur moi. N'importe quelle question sur nous. N'importe quelle question. Qu'est-ce que tu m'as dit? Le matin de notre première nuit ensemble à Montréal, tu m'en as parlé la dernière fois qu'on s'est vu ici. Je t'ai dit qu'à simplement regarder ton visage, j'avais le sentiment de recouvrer mon âme. Et tu as trouvé ça touchant, mais parfaitement désuet. Je comprends pas. Moi non plus, Marianne, moi non plus. Voilà un extrait de En travers de sa gorge, la pièce de Marc Lenné. Avec vous, Bertrand Belin, qui a interprété Lucas. On vient de vous entendre. On a aussi entendu la voix de Marie-Sophie Ferdan, qui interprète Marianne, votre épouse. Vraiment un rôle exceptionnel. Et puis il y a aussi, je le cite, Yanis Kouta-Mehdi, qui joue l'homme, l'artiste, le corps que vous allez posséder, vous, Bertrand Belin, enfin votre personnage, Lucas. Alors, cette pièce, elle se joue au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 16 mars, puis après, elle sera en tournée. Ça vous a fait bizarre de vous entendre. Vous m'avez dit, je le joue plus enfin, c'est plus pareil. Vous n'avez pas dit, je le joue plus pareil, c'est plus pareil. Pour moi, ça m'a pas frappé. Hein. Je l'ai vu mercredi, je l'entends ce matin. Non, je ne pense pas que ce soit frappant. Je suppose, si vous le dites, c'est que c'est d'ailleurs, vous le prouvez en même temps de le dire, hein, parce que vous avez vu la pièce hier, et cet enregistrement date de quelques mois, je crois. Non, mais moi j'ai entendu ça aussi à l'occasion d'une émission de radio il y a quelques jours, et j'ai entendu cet extrait. D'abord, au-delà du fait que c'est drôle de s'entendre dans le... Ou gênant. Gênant, en tout cas, oui, ça fait comme un petit micro-orage quelque part en moi, où exactement, je sais pas, mais ouais, il y a quelque chose d'un petit peu bizarre de vivre cette expérience, de s'écouter comme ça. Mais non, mais par exemple, là, il y a un face-à-face, Marie-Sophie Ferdan et moi-même, dans ces personnages de Marianne et Lucas Mallory. Là, c'est le moment où il revient dans le nouveau corps, dans le corps d'un autre, donc interprété, comme vous l'avez dit, par Yanis Kouta. Et donc, elle est naturellement paniquée, vous voyez, vous imaginez, elle est naturellement paniquée. Et moi, là, je jouais un personnage qui est aussi dans une situation de panique. En écoutant ça, il y a quelque chose, je me dis, mais son premier réflexe, ça doit être de la rassurer quand même. Donc, il faut pas qu'il ait une voix trop tragiquement, abîmée par la peur, quoi. Parce que sinon, vous voyez, ça fait la situation au carré, quoi. Donc, il faut un face-à-face. Donc, j'ai baissé un peu la voilure. C'est ça que j'ai entendu. Faut que je rappelle un petit peu peut-être le synopsis quand même de cette pièce. Quand je l'ai lu avant de venir voir, je me suis dit c'est complètement barré. Comment c'est mis en scène ce truc-là. Donc c'est l'histoire de Marianne, qui est une épouse qui a perdu son mari, Lucas, donc interprété par vous, Bertrand Belin. Elle s'isole dans sa maison dans le Vercors. Elle ne comprend pas. Il a disparu en fait du jour au lendemain. Donc on ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas s'il a fait sa vie ailleurs. On la retrouve complètement isolée dans leur maison du Vercors. Elle est cinéaste. Et puis tout à coup, son mari réapparaît, non pas dans son corps, mais dans le corps donc de Mehdi. C'est une histoire de fantôme, une histoire de possession. Alors j'en viens à la question par laquelle j'ai commencé, Bertrand Belin. Comment on fait pour jouer quelqu'un qui n'est pas là ? Alors, il y a un dispositif de mise en scène que le public découvrira. Je pense que c'est pas le tromper que d'en décrire un petit peu le principe. Il y a un écran, au-dessus du plateau. Sur cet écran, on voit ce qui se passe au plateau sous un régime grammatical du cinéma. Donc avec des chants contre chants, il y a des caméras sur le plateau, il y a un travelling, il y a une opératrice, Laurie, et cadreuse, et donc
dans cet écran, on va voir le nouveau corps, mais interprété par Yanis Kouta. Donc Mehdi, c'est un artiste médiumnique qui est traversé par les puissances comme ça d'êtres disparus qui profitent de son corps pour achever sur Terre parmi les vivants quelque chose qu'ils n'ont pas pu achever de leur vivant. Donc arrive Mehdi, prétendant être Lucas, et nous, ce que le public va voir sur l'écran, c'est un film un film fantastique avec 2 comédiens. Et sur le plateau, il y en a un 3e, c'est moi. Vous n'apparaissez jamais sur l'écran, Je n'apparais jamais sur l'écran, j'échappe aux caméras. J'ai un parcours fléché au sol, enfin pas aussi, c'est quelque chose dans la sensation, c'est pas des marques par terre, mais en tout cas il y a des zones que je dois échapper pour pas jamais apparaître dans l'écran. Donc il y a la grammaire du cinéma et la grammaire du théâtre, puis le pari de mise en scène de Marc Lenné. Je pense que son défi, c'était de faire exister ces deux régimes, quoi. Voilà comment on fait. Alors après, bon, c'est mon avis. Moi, je trouve que ça marche bien parce que je m'étais dit, comme je vous l'ai dit, ça va être complètement barré. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de possession? En plus, on peut tomber très facilement dans des trucs de fantômes. Bon, je vais pas dire drap blanc. Je vais pas dire Casper ni rien. Voilà, non, le bien drap sûr, blanc, ou des bruits ou des choses. Et là, ça passe autrement, en fait. Oui, parce que c'est vrai il existe on a une littérature de fantômes sur le fantôme, bien sûr. Oui. Moi-même, parfois, me sentant étant si seul, ce qui est curieux, c'est que le personnage que j'interprète, finalement, il est dans un entre-deux-mondes. Il n'a pas son vrai corps. C'est un esprit en comment on appelle ça, en transsubstantiation, quoi. Un peu. Donc dans un entre-deux, ouais, je dirais pas. Oui, non, en transsubstantiation. Mais oui. Il est dans un entre-deux. J'interagis pas vraiment avec les comédiens au plateau, ou alors plus ou moins indirectement. Je suis comme dans un néant quand même. Et ce néant, c'est le plateau du théâtre, quoi. Il y a un peu ça, quoi. D'où le sentiment dont on parlait au début, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de bon. Il y a vous, Bertrand Belin, sans instrument et tout, mais il y a quelque chose même dans le personnage de seul, je suis seul, complètement je me sens seul. Vous n'êtes pas avec les autres personnages. Parfois, en plus, vous arrivez à des endroits différents, par des endroits différents. Donc on se dit oui, il y a une errance. Par où il arrive. Oui, il y a une errance, bien sûr. Il y a une errance. Pour moi, il n'y a pas vraiment il n'y a pas de rebord, quoi. Parfois, vous êtes accroupi, parfois de dos. Enfin, ça, c'est calculé, c'est écrit. C'est-à-dire qu'il y a la zone où on filme que vous ne devez pas franchir. Mais vous-même sur scène, est-ce qu'il y a une part de liberté dans vos mouvements, justement? Oui, quand même, bien sûr. Il a fallu me réserver un peu, quand même, de liberté, parce que sinon, j'étais trop frustré. Sinon, en tout cas, moi, je l'ai réclamé aussi, cet espace. Parce que, quand même... Alors, il n'y a pas une zone que je ne peux pas franchir. C'est à certains moments, des endroits où je ne peux pas y aller. Vous voyez, il n'y a pas une ligne de démarcation sur le plateau. Il y a vraiment, selon les scènes... le champ des caméras. Voilà, il y a le champ des caméras, c'est ça. C'est comme si c'était des rayons laser et qui allaient me blesser. Il faut absolument que je les évite, quoi. La solitude, c'est vrai. Et curieusement, peut-être que j'ai pas, justement, je sais pas ce que c'est vraiment qu'être un comédien expérimenté. Cette solitude, elle est assez étonnante à vivre parce que je la vis un peu vraiment, quoi, en fait. Oui, puis paradoxalement, tout le monde voit que vous êtes seul. C'est-à-dire que vous êtes sur scène avec tout le monde, tout le public est là, vous regardez seul et à se demander comment, en fait, vous allez justement interpréter ce fantôme-là. C'est interpréter par votre présence une forme d'absence. Vous avez à ce point oublié que je suis présent dans l'action comme les autres comédiens dans le premier acte, où j'ai plusieurs scènes avec notamment avec Marianne à l'époque où j'étais son époux et que j'étais. Ce sont des flashbacks, mais en réalité je les joue quand même au plateau comme un personnage qui n'est pas spectral, quoi. Et c'est seulement à partir de la fin du premier acte qu'il y a cette transition. Vous avez parlé de la voix, Bertrand Belin, dans l'extrait qu'on a écouté. À défaut, de pouvoir agir complètement librement sur la scène, même si vous êtes présent et que vous avez quand même une forme de liberté, de spontanéité. La voix, ça a été déterminant parce qu'en fait, votre personnage passe principalement par la voix à travers le corps de Yanis Kouta. Donc, comment vous l'avez travaillé, cette voix, justement ? Alors, la voix, la travailler, je ne sais pas, je pense que la voix, c'est la compréhension du texte, en fin de compte, hein. La voix, c'est la compréhension des enjeux, c'est petit à petit les vis qui sont serrées, desserrées par le metteur en scène, par les camarades aussi de plateau.
C'est vraiment l'intelligence du texte, la voix, en fin de compte. Il n'y a pas 36 voix à avoir dans telle ou telle situation. Alors ça pourrait prendre des couleurs différentes, bien sûr, d'un individu à l'autre, mais moi, d'abord, je ne sais pas si je pourrais vraiment, si j'ai l'amplitude pour proposer un nuancier de 10 variations à un metteur en scène. J'aurais pas cette prétention. Donc je fais ce que je suis, hein, je fais ce que j'ai, quoi. Donc la colère, le soupçon, comment dire, la jalousie, donc tout ça, ce sont des choses qu'on expérimente également dans la vie ordinaire. Donc je fais avec les vestiges de ces expériences que j'ai, quoi. Vous dites que vous avez donc, Bertrand Belin, travaillé votre voix en fonction de l'intelligence du texte. Vous avez compris pourquoi c'est quoi pour vous l'enjeu de cette pièce, l'enjeu du texte vraiment, ce qui s'y joue, les questions qu'il pose. Alors, d'abord, je dirais pas, c'est pas dans l'ordre, hein, mais il y a on un vous défi. en vaudra pas. Il y a un défi de mise en scène. Il y a un défi de mise en scène. Je pense que pour un metteur en scène, aller plus loin dans ce qu'on peut faire avec un plateau, essayer encore de tordre cette matière du théâtre d'une façon à y faire entrer de nouvelles choses. Bon, ça c'est un défi que Marc Lenné se lance, c'est-à-dire faire apparaître un fantôme, faire du fantastique sur le plateau avec des outils, bien sûr, hein, que sont la caméra, mais aussi la synchronisation des voix, parce qu'on n'a pas dit, mais Yanis Kouta, qui joue Mehdi, connaît mon texte par cœur, et quand je parle, sa bouche bouge, et c'est lui qu'on voit à l'écran, donc il y a une histoire de doublage. Ça, c'est un peu de la magie, si on veut, de la simultanéité, quoi. Ça a à voir avec la chorégraphie, avec la danse, etc. Après, ce que pose la question de la mort, du deuil, c'est posé aussi. Qu'est-ce que c'est que ce revenant? Est-ce que c'est un revenant, ou est-ce qu'on nous dit que les gens ne disparaissent jamais des esprits Est-ce que c'est dans la tête de Marianne, ou est-ce que c'est dans la tête de Marianne? Est-ce que ce deuil est impossible? Est-ce qu'elle va rencontrer, en fait, peut-être rencontre-t-elle dans la vie qui va poursuivre après la disparition de son mari, elle rencontre un homme, et cette rencontre occasionne un retour en force de l'amour de son précédent mari. Peut-être qu'il y a une culpabilité qui s'exprime à travers les corps. La question aussi, c'est celle du désir. Qu'est-ce qu'on désire chez quelqu'un? C'est son corps, c'est son esprit, c'est quoi? C'est ce subtil mélange des deux, quoi. Ce qu'on a fabriqué dans notre esprit aussi, toute la part de fantasme. Éventuellement. Quand on voit Lucas, si on se dit que c'est dans la tête de Marianne, on peut se dire qu'elle l'a complètement fabriqué avec ses échecs. Alors, on pourrait imaginer qu'elle l'a complètement fabriqué, mais si on prend le pari du conte fantastique et qu'on assume que des étrangetés telles sont possibles, alors elle se retrouve devant un corps inconnu qui est différent de celui de son mari, qui est plus jeune, qui est manifestement plus séduisant, plus beau, peut-être, entre guillemets, pourrait-on dire, peut-être qui met le désir en marche, un appétit sexuel en marche. Mais ce jeune homme prétend être Lucas, donc s'adresse à elle comme il s'adresse à elle depuis toujours. Alors, et du coup, elle prétend avoir envie de faire l'amour avec son mari, mais... D'ailleurs, Lucas lui-même le dit, c'est-à-dire qu'en gros, quand Lucas arrive sous forme de fantôme, que ce soit dans l'esprit de Marianne ou pas, elle est heureuse de le retrouver, et puis après, tout à coup inquiète. C'est-à-dire que Lucas, je l'ai présenté au départ comme un écrivain raté, c'est-à-dire qu'il n'achève aucun projet littéraire, comme un prof désabusé. Il est prof à l'université de Valence, il s'en fout complètement, ça l'intéresse pas. Il est et en tant que mari qui vivrait par procuration à travers le succès de sa femme, cinéaste. C'est déjà un fantôme. Oui, c'est déjà un fantôme, c'est déjà quelqu'un qui est présenté comme vivant dans une marge, en effet, dans la marge de la vie, de la proue de son épouse, qui elle est dans une série de réussites, quoi. Et donc les questions que pose cette pièce, c'est aussi la question de qu'est-ce qui se passe au foyer quand quelqu'un se retrouve dans une situation où il a le sentiment, ou en tout cas où il exprime une réalité qui est que il n'a pas l'occasion de faire valoir ses propres talents parce qu'il est soumis, acculé, écrasé par l'autre, il se trouve là que c'est un homme et une femme, et que la géométrie, que la symétrie est inversée, mais ça traite aussi de cette question-là, quoi. Qui a le pouvoir dans les foyers? Comment ça se passe, quoi. Est-ce que finalement, il n'y en a pas toujours un dans un couple qui a le rôle de fantôme, quoi? Je peux pas. Je donne pas une réponse. Non, que ce soit le cas, que ce soit souvent, bien sûr, mais que ce soit toujours, non, je ne pense pas que ce soit toujours, mais en effet, je pense que on reconnaît là une forme du couple, oui, qui nous surprend pas, ouais.
C'est non seulement l'effacement de sa propre personne, mais c'est même l'effacement donc des mots. Parce qu'il est certain que dans une poésie, disons, que je qualifierais, avec tout le respect qui lui est dû, de brillante, comme celle de Saint-Jean-de-Perse, par exemple, disons. Ce qui me gêne parfois, c'est qu'on voit trop les mots. On pense, comme ce passage est beau, comme cette image est belle, et donc on pense littérature, et on est transformé en un critique qui dit c'est beau ou c'est pas beau. Il est certain que c'est un peu la même chose que si, écoutant un pianiste, on se dit comme il joue bien, alors qu'on ne devrait pas se dire comme il joue bien, mais on devrait être simplement ému par la musique qu'il joue, et on oublie presque qu'il est là dans la salle. Alors je crois que c'est la même chose dans une certaine façon de travailler, que l'on fait oublier non seulement sa propre personne et une certaine part de sa vie privée qu'on veut préserver, mais son métier, puisque c'est tout de même un métier et un art que de mettre des mots les uns avec les autres, il faut que cela ne soit pas trop visible. La voix, encore une, du poète Philippe Jacotet dans l'émission Les Chemins de la Transparence sur France Culture en août 1985. Alors le poète Philippe Jacotet est important pour vous, Bertrand Belin. Est-ce que vous partagez ce qu'il dit dans cette archive sur le fait de, quand on voit une œuvre, en fait, on doit absolument avoir fait oublier sa personne, alors bon, sa vie privée et tout, mais aussi son travail, c'est-à-dire même la manière dont on a travaillé quelque chose, que ce soit un rôle, que ce soit une musique, qu'on voit pas les coutures, en fait. Je ne sais pas si je suis complètement d'accord avec ce que je viens d'entendre. Je crois pas. Je crois pas parce que d'abord il s'agit de Philippe Jacotet et évidemment son érudition, sa connaissance des textes fait de lui un lecteur particulier quand même. Je veux dire, quand il ouvre en effet de Saint-Jean-de-Perse ou qu'il ouvre Baudelaire ou que je sais pas qui, voilà, il est peut-être plus apte à saisir la cuisine littéraire, à voir ce qui est de l'ordre de la structure qu'un autre lecteur ou qu'une autre lectrice. Donc ça lui plaît pas parce qu'il en a la capacité et l'aptitude. Bon, voilà, faut pas que ça prive les autres d'aimer les poètes sur lesquels il pose un soupçon. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on n'a pas tous on n'est pas tous touchés de la même façon, heureusement quoi. Après, je pense que c'est davantage pour lui. Là, je pense qu'il décrit. C'est mon opinion. Il décrit davantage son système son système éthique d'auteur. Oui. Voilà. Et ça, je pense qu'on peut pas lui en vouloir. Il a tout à fait raison de ce point de vue. Mais est-ce que vous, quand vous écrivez, Bertrand Belin, quand vous composez, que ce soit comme romancier ou comme musicien, compositeur, est-ce que vous avez aussi ça en tête? C'est-à-dire de vous dire, j'ai pas envie de montrer tout le travail qu'il y a derrière, c'est-à-dire toute la méthode, tout le labeur, tous les effets en fait. Oui, bien sûr, parfois, oui. Oui, bien sûr, parce qu'on a envie on aurait envie qu'il y ait une certaine aisance, qu'il y ait quelque chose comme ça qui soit mis en partage, quelque chose qui se donne aisément, qui se reçoit aisément, parce que dans le fond, on veut partager. Hein. Moi, je veux partager. Je cherche pas à faire des formes ardues, mais ça doit pas être une méthode pour chacun, pour tout le monde, parce que quand on fait des recherches en musique, la musique sérielle, les musiques d'avant-garde, qui proposent des formes inhabituelles pour le public, c'est quelqu'un qui décide de faire une pièce que sur le mode phrygien ou le mode mixolydien ou le locrien. Voilà, oui, ce sont des choses. Il y a des compositeurs. Quels sont ces modes? C'est des modes de la gamme majeure, de toutes les gammes. Hein. Là, en l'occurrence, de la gamme majeure et la gamme mineure, ce sont des modes différents. Vous voyez, c'est des choses avec une tierce majeure, une tierce mineure, une septième mineure, une septième majeure. C'est une façon de chanter la gamme. Do, ok, alors je vois pas très bien. Si, do, 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 ou gamme par ton, pa, 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 pa. Vous voyez, il y a des compositeurs qui se disent, moi, je vais travailler qu'avec cette gamme. Donc, ils se mettent des contraintes. Quand on entend ça, on entend la contrainte. Ça veut pas dire que ça fait de la mauvaise musique pour autant, quoi. Et vous faites comme ça ou pas? Ça peut arriver que je parte en effet je fais pas de la musique savante, hein, je fais de la musique populaire, hein. Mais je peux partir quand même d'un certain nombre de contraintes. Ouais. Et puis, d'ailleurs, la musique populaire, c'est justement ce qui contient aussi un certain nombre de contraintes. On l'entend, il y a couplet, refrain, pont, final, je dis peut-être n'importe quoi, mais vous voyez, il y a des thèmes attendus, il y a une manière de poser sa voix de manière attendue, donc il y a autant de contraintes dans une musique populaire
s'embarque dans une musique savante. En fait, c'est cet étrange va-et-vient entre faire quelque chose qui nous soit propre et en même temps montrer la connaissance qu'on a des formes déjà existantes. Voilà. Quoi. Donc on fait des citations, on reprend des formes que les gens aiment déjà et qu'on aime nous-mêmes. Donc c'est une vaste entreprise qui est faite à plusieurs. Tout ça, la musique, c'est pas. Voilà. Les sportifs, par exemple, quand je vois quelqu'un au bar parallèle cet été, on va en voir plein là, au bar asymétrique et tout. Au JO. Est-ce que je vois pas le travail? Franchement, si, je vois le travail. Je vois beaucoup le travail, quoi. Et c'est quand même intéressant de voir à quoi s'emploient les êtres humains, quoi. Il y a des gens qui mettent toute leur énergie à lancer un marteau, quand même. Hein. Et c'est du travail. Et vous en pensez quoi? Enfin, ça vous fascine, en fait? Ouais, ça me fascine. Je trouve ça beau. Il y a les activités humaines dans leur variété, dans leur incroyable variété. C'est passionnant. Hein. Et faire de la musique, jouer d'un instrument, qu'on soit très instinctif ou au contraire très méthodique, ça reste quand même joli, quoi. Mais de la même manière que je vous posais la question sur votre interprétation de ce rôle de Lucas, d'un fantôme, où on parlait aussi de la question de comment jouer un fantôme sans tomber dans des trucs, avec toute l'imagerie qu'on a en tête. Vous avez parlé de magie presque. Il faut presque que ce soit magique, cette apparition de fantôme à travers la voix. On a toujours l'impression qu'une chanson arrive comme par magie ou qu'un roman peut s'écrire. C'est une des choses que Marc Lenné a écrit dans sa pièce, d'ailleurs. Comment vous vient l'idée d'un film? Vous dit Mehdi à Marianne. Comment vous vient l'idée d'un film? Quand vous dites, tout à coup, vous êtes retrouvé à faire un film qui traite de tel ou tel sujet, est-ce que vous vous souvenez de l'impulsion qui vous a mené là? Est-ce que vraiment, vous pouvez dire quel a été le moment? Ou alors, on vous a commandé quelque chose, écrivez-moi un film sur Napoléon. Mais sinon, des fois, on se retrouve en effet, conduit, guidé par des forces et c'est pas tellement ésotérique, je veux dire par là, ou des obsessions, ou des choses qu'on a accumulées au fil de son chemin quotidien qui nous conduisent à fabriquer tel ou tel type d'œuvre, quoi. Il n'y a pas forcément une impulsion. C'est pareil pour l'art médiumnique, prétend cet artiste, Mehdi Lamrani. C'est pareil pour l'art médiumnique où il n'est que le filament par lequel va passer une lumière. Une sorte d'instrument, quoi, de support. Ouais, c'est ça. Donc si je vous pose la question, Bertrand Belin, de pourquoi la musique, pourquoi certaines choses vous les faites en chanson, d'autres en roman, et pourquoi certaines choses et pas d'autres, vous allez me dire que vous ne savez pas. Non, je vous dirais ça. Le plus grand mystère pour moi, c'est pour moi, vraiment de façon très factuelle, hein, c'est comment est-ce que j'ai eu envie d'une guitare lorsque j'avais 7-8 ans et que je l'ai réclamée, que je voulais une guitare, que j'ai fini par avoir à 12-13 ans, et je voulais une guitare. Qu'est-ce qui m'a donné envie de cette guitare? Je sais pas, j'ai pas les informations là-dessus, c'est une archéologie, j'aurai jamais la réponse. Mais par contre, je me souviens très bien l'avoir réclamée. Je m'en souviens pas parce que je l'ai réclamée, je m'en souviens parce qu'elle m'a été refusée, et c'est cette frustration dont je me souviens. Donc j'ai eu la guitare à Beaujour. Donc combien de temps après à peu près? Vous avez attendu 5 combien ans, d'années? je sais pas, 5-6 ans, ouais. Enfin, je sais pas, oui, c'est ça. Donc ouais. vraiment le temps d'avoir que cette envie, que ce désir perdure, s'installe. Voilà, bon, j'ai la guitare. Après, la question de l'écriture et tout, moi je me suis déjà exprimé là-dessus, mais c'est que, en fin de compte, moi la chanson, ça m'a permis d'écrire. Parce que la chanson, c'était un endroit où la perception que j'avais de ma légitimité, pour revenir à ce sujet du début, la perception que j'en avais, c'était que je n'étais pas légitime à écrire. Mais dans la chanson, on est tous un peu légitimes à écrire, parce que la chanson est un art populaire, parce qu'il y a différentes façons, et qu'on ne va pas être soumis à la salamandre de la critique littéraire en écrivant des chansons. Non, quoique la critique musicale peut être assez sévère en disant paroles con ou que sais-je. Oui, c'est très ça c'est vraiment à l'échelle nationale, vous voyez. Mais quand on débute, il y a personne pour nous critiquer, quoi. Ah. Mais moi, je trouve ça plus difficile. Enfin, j'imagine ça plus difficile d'écrire pour une chanson finalement, parce que très vite, ce sont justement des thèmes qui nous traversent, qui sont un petit peu banals. Dont on a envie de parler, et je trouve que pour dire des choses intéressantes là-dessus, surtout dans une forme très ramassée, sans qu'on voit toutes les coutures dont parlait Jacques Côté, sans qu'on parle que de soi, comme disait aussi Jacques Côté. On n'est pas obligé de prendre des sujets ordinaires ou banals, comme vous le dites. C'est vrai que, en tout cas, il y a des sujets qui résistent, comme l'amour, qui n'est pas un sujet banal, qui est un sujet ni éculé d'ailleurs, qui est un sujet en crue permanente, quoi. On veut dire qui est présent, omniprésent. C'est omniprésent.
le temps qui passe, la mort, bien sûr, la mort. Mais il y a d'autres problèmes. Il y a les dilemmes moraux. Il y a toute une gamme de choses qu'on peut aborder dans les chansons aussi. Ça ne garantit pas d'en faire des chansons populaires, voilà. Mais entre un lead de Schubert et une chanson extrêmement populaire, il y a tout un monde de chansons qui sont possibles et ça va. Que va faire cette différence? Ça va faire que vous allez avoir plusieurs pavillons dans les îles bretonnes ou rien du tout, quoi. C'est ça. Si vous faites une chanson populaire ou si c'est quelque chose de plus un peu plus ardu avec une forme qui n'est pas trop reconnaissable, vous mettez à l'abri du succès dans une certaine mesure. On va écouter une de vos chansons, Bertrand Belin. On va essayer de déduire où vous vous situez entre les pavillons. Moi je pense c'est studio 32 mètres carrés là, je pense. De noces, épouvantail d'Adrobus, maître de chien, desquels j'ai hérité de tout et de rien. Je viens d'une longue lignée d'ivrognes, de rongeurs de frein, de tout sexe, seigneur de châteaux renversés, cher à Dédale, desquels j'ai hérité de tout et que dalle. Tout. Bertrand Belin, votre titre Que dalle tout dans votre dernier album qui s'intitule Tambour Vision en 2022. Donc avec ça, un studio quoi? Oh ouais, on va filer la métaphore de l'immobilier et de la chanson. Mais surtout qu'on parlait prix du mètre carré à Paris. Mais c'est une histoire de dire qu'il y a des formes qui rencontrent le succès et on les aime. On aime beaucoup les grands hits, les grands hits mondiaux. Il y a Earth, Wind & Fire. Enfin, je cite des vieux trucs, mais il y a aussi des choses très récentes qui sont formidables et qui sont des sortes de bulles étranges aussi de la vie mondialisée et capitaliste, quoi. Alors, vous avez... moi, tout à l'heure, je vous disais que je trouvais ça très dur d'écrire pour une chanson, de dire des choses pas banales. Vous avez dit que grâce à la guitare, vous aviez pu sauter le pas de l'écriture, mais vous parliez de quelle écriture, finalement? Est-ce que c'était de l'écriture musicale? Parce que ça, c'est presque le langage parfait, où, en fait, on peut pas tomber dans la banalité des mots, des stéréotypes, des clichés. Avec des accords, on peut enchaîner 3 accords, tous les mêmes. Si, bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos de Philippe Jacotet. Quand on est un peu de la partie, on voit très bien l'arrière-cuisine quand même. Donc ça n'empêche pas de pouvoir communiquer vraiment avec la danse, avec une main qui bouge sur une table. On peut exprimer pas mal de choses, un visage qui se module. Enfin oui, la communication, si on veut. Ouais. Les mots, c'est ce qu'il y a en partage et c'est ce envers quoi sur quoi on pose une confiance totale, quoi. Donc évidemment, les mots, c'est dans une chanson, les mots. Quoique c'est un paradoxe parce que bien souvent, on connaît pas bien les paroles. On a l'impression qu'elle nous parle d'une chose, la chanson, puis elle nous parle d'autre chose. Puis parfois, on comprend mal. On n'a pas fait attention. Parfois, on n'a pas cherché à comprendre. Oui. Et le plus souvent, on n'a pas cherché à comprendre. Parce que c'est ça aussi, la chanson étrangère, quand on écoute de l'anglais, de la langue arabe, qu'on écoute Kalsoum, qu'on est transporté par un chant indien, voyez, ou chinois. On ne sait pas du tout ce qu'on nous raconte. Mais dans le timbre, dans l'articulation mélodique, dans la façon dont ça s'exprime, on perçoit... on est aidé par l'idée que la musique en général transmet des choses positives. Ça, c'est un préalable quand même. Globalement, les gens chantent le bien et chantent l'amour et chantent, voyez. Oh, il y a quand même beaucoup de mélancolie et de tristesse dans les chansons. C'est pas contradictoire, hein. Ouais. C'est pas contradictoire. Je voulais le mettre en rapport avec la musique militaire, si vous voulez. Voilà, ça. Mais globalement, la chanson qu'on entend à la radio,
elle défend des positions bienveillantes, quoi. Vous pensez vraiment qu'on a une confiance? Vous avez dit les mots, c'est ce qu'on a en partage. On a confiance dans les mots. Vous trouvez qu'il y a vraiment une confiance dans les mots? Que Oui, c'est pas ce qui sépare ou qu'on comprend mal, justement? Non, mais je pense que ça ne veut pas dire qu'on a raison d'avoir confiance. Mais notre cerveau va chercher l'information sous forme de mots en premier lieu. Si vous prenez un tableau avec un magnifique clair-obscur, si sur Radio de la Méduse, par exemple, il y avait une inscription typographique, c'est l'information que vous prendriez en premier. C'est ça que je veux dire, quoi. Donc, parce que on a besoin de l'information, on a besoin de savoir. On veut savoir ce qui se passe. On a besoin des mots, en tout cas, pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre. Oui, c'est pas une histoire de vérité ou quoi que ce soit, mais je pense que les mots, c'est ce qu'on a en partage, oui, bien sûr, quand même. Est-ce qu'il y a des choses parce que vous êtes aussi romancier, Bertrand Belin, donc je l'ai dit, un musicien, compositeur, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'arrivez pas à écrire ou qui vous intéressent pas du tout, même dans l'écriture? Je choisis pas ce sur quoi je vais écrire. Et par conséquent, je ne sais pas si c'est des choses qui m'intéressent pas, ou qui m'intéressent, mais non, Vous n'avez jamais buté sur quelque chose qui vous intéressait, qui vous traversait, vous dites je n'y arrive pas? Non, parce que peut-être j'ai pas eu l'occasion trop Non, il y a un matériau biographique, si vous voulez, qui est mon panier de courses, et je rentre à la maison et je vais faire la cuisine avec ça, quoi, un peu pour parler en images. Parfois, on m'a demandé, j'ai répondu à des commandes aussi pour écrire. Par exemple, plus récemment, c'était faire le portrait d'un oiseau. Qu'est-ce que c'est comment faire le portrait d'un oiseau parmi 25 autres auteurs et autrices qu'on admire ou qu'on lit. Donc voilà, mais même à travers le portrait d'un oiseau, si vous me demandez, là par exemple, il est question que j'intervienne peut-être autour des nymphéas au musée qui les abrite, d'écrire un texte là-dessus. Bon, je vais tromper la hiérarchie et apporter un peu de cette matière personnelle. Et les nymphéas vont être un étrier, si vous voulez, un étrier pour écrire. Mais bon, que dire de plus sur ce qui a déjà été dit sur cette œuvre? Et dans cette émission, puisqu'on arrive à la fin, merci beaucoup Bertrand Belin. On peut donc voir tous les soirs jusqu'au 16 mars au Théâtre du Rond-Point dans la pièce de Marc Lenné, En travers de sa gorge, aux côtés de Marie-Sophie Ferdane. On pourra aussi vous voir sur scène en tournée pour votre album Tambour Vision à partir du 7 avril. Pour finir, Bertrand Belin, vous avez le choix entre deux chansons, une chanson de Brigitte Fontaine ou une chanson d'Elton John. Laquelle choisissez-vous? Une chanson de Brigitte Fontaine, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas entendu un truc bizarre? Si. Qu'est-ce que c'est? C'est le gaz. C'est le gaz d'un appartement dessous. Des fois, il y a des fuites, alors ça s'accumule. Et puis, s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Un grand merci à vous Bertrand Belin et un grand merci à l'équipe des Midis de Culture qui sont préparés par Aïssatou Ndoye, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vigné, Laura Dutèche-Pérez et Manon de la Selle. Réalisation Nicolas Berger, prise de son Marie-Claire Oumabadi. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France. Bon week-end Nicolas, à lundi. À lundi Géraldine.